Alors, bonjour à tous, on va démarrer d'ici quelques minutes. J'attends que tous les participants puissent se connecter. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent au fur et à mesure, donc on va attendre encore 2-3 minutes si ça vous dérange pas. Bonjour Cécile, tu m'entends? Bonjour. Oui, bonjour Vanessa. Donc du coup, on a le webinaire est ouvert. D'accord. Je proposais qu'on attende encore 2-3 minutes, parce que je voyais qu'il y avait encore des participants qui arrivaient au fur et à mesure. Voilà, donc on peut attendre encore 1 minute et puis on démarrera notre webinaire. Très bien. Donc on va pouvoir commencer. Alors bonjour à tous. Nous sommes ici pour le webinaire sur la thématique la montée en compétences de ces salariés. Donc nous sommes 2 animatrices. Alors, je te laisse passer les slides, Vanessa, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci. Voilà, donc pour nous présenter, donc Vanessa, je te laisse te présenter. Donc Vanessa Kercret, donc moi je suis référente promotion et partenariat du Conseil en évolution professionnelle et j'interviens sur le territoire du Morbihan en Bretagne. Et donc moi je suis Cécile Le Foul, donc référente promotion partenariat également sur le CEP pour le département de l'Ille-et-Vilaine. Donc, quelques règles avant de démarrer ce webinaire. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal d'échanges sur le chat, notamment voilà pour se dire bonjour. Donc, pour toutes vos questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet plutôt questions. Ça va être plus facile pour nous de pouvoir récupérer ces questions-là et on pourra les poser au fur et à mesure à l'une et l'autre. On va pouvoir récolter les questions et pouvoir y répondre en direct ou à la fin du webinaire. Et ensuite, donc ce webinaire s'inscrit dans l'événement qui s'appelle les Semaines de l'évolution professionnelle, donc qui démarre aujourd'hui et qui se terminera le 20 octobre. C'est un événement qui est porté par tous les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, donc au national. Et c'est un événement qui est 100% gratuit, 100% numérique. Vous avez accès à plus d'une centaine de webinaires. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet pour voir les autres thématiques qui sont présentées, si vous souhaitez participer à d'autres interventions. Alors, nous vous proposons maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est développer les compétences de mes salariés. Donc aujourd'hui, le développement des compétences de ces salariés est devenu un enjeu majeur pour répondre à différents besoins, problématiques des entreprises. D'une part, dans un environnement où on est en perpétuel mouvement, finalement, aujourd'hui, c'est important pour les entreprises de développer les compétences de ces salariés pour gagner en performance, rester compétitive, finalement, s'adapter rapidement à ces évolutions.
Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, à peu près toutes les entreprises rencontrent des problématiques de recrutement, voire de fidélisation de ces collaborateurs en interne, et le développement des compétences de ces salariés, eh bien, c'est un levier en fait de motivation, d'action face à cette problématique. Hop. Alors, le conseil en évolution professionnelle s'inscrit dans un cadre légal, celui de la formation professionnelle. En 2019, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel s'applique, donc depuis 2019. L'objectif de cette loi, c'était de développer l'employabilité de chaque actif. En permettant finalement à chacun de décider de son avenir professionnel, de se former et d'acquérir des compétences quelle que soit sa situation de départ, et d'être accompagné dans sa reconversion professionnelle, en tout cas dans son projet d'évolution professionnelle, puisque c'est plus large que ça. Comment? Eh bien, finalement, en permettant en rendant l'accès à la formation plus simple, plus juste, plus transparent, et puis avec des mesures qui ont réformé profondément le système de la formation professionnelle et de l'apprentissage également. Alors, qu'est-ce qu'on entend par compétences? On entend par compétences déjà les connaissances, donc les savoirs, mais aussi les pratiques, donc les savoir-faire, et enfin les attitudes, les savoir-être. Ces compétences, on les identifie, on les acquiert dans un contexte professionnel. Donc, quand on parle de compétences, c'est toujours contextualisé. Et puis, il y a l'idée de construction dans ce contexte. On peut aussi résumer la compétence à ce que je mets en œuvre au quotidien pour réussir une activité. Donc ça, c'est la définition d'André Chauvet, et c'est sur celle-ci que l'on s'appuie dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Alors, pourquoi développer les compétences de ces salariés? Pour vous, en tant qu'entreprise, pour rester compétitive, performante dans cet environnement qui est en mouvement permanent dont on a parlé tout à l'heure, adapter les compétences de vos salariés en interne, donc ça concerne les formations obligatoires, mais pas que, et puis fidéliser les salariés, les engager, les motiver, puisque on le sait, pour les salariés, c'est un levier de motivation. Donc, comment vous allez le faire? Eh bien, en utilisant le plan de développement des compétences. Et puis, pour les salariés, eh bien, l'intérêt, c'est de pouvoir accéder à un emploi, changer de poste en interne. C'est aussi progresser dans l'entreprise, développer ses compétences. Voilà, c'est évoluer, progresser, adapter ses compétences au changement, puisque voilà, les marchés évoluent, les activités, les besoins en production des entreprises évoluent. Donc, c'est aussi rester employable. Et puis, ça peut, pour des salariés, de se reconvertir, alors en externe, mais aussi en interne. C'est aussi une possibilité. Et donc, pour les salariés, le dispositif qui est utilisé, qui est à la main du salarié aujourd'hui, c'est le compte personnel de formation. Et puis, entre le salarié et l'entreprise, et puis, il y a des leviers qui permettent finalement à l'un et à l'autre de se rejoindre. Il y a l'entretien professionnel, qu'on détaillera un peu plus tard, et le conseil en évolution professionnelle, qui a aussi ce rôle d'intermédiation. Alors justement, l'entretien professionnel, c'est un outil incontournable aujourd'hui dans le développement des compétences des salariés. D'une part, parce qu'il permet de faire le point avec le salarié sur son parcours professionnel, de connaître ses souhaits d'évolution et d'identifier ensemble les actions à mettre en œuvre avec lui pour l'accompagner dans son projet d'évolution. Mais ça vous permet aussi, en tant qu'entreprise, c'est l'occasion de présenter les compétences nécessaires à la croissance et à l'évolution de l'entreprise. Donc, on voit bien que c'est un moment privilégié où l'un et l'autre se rejoignent. Petite information, l'entretien professionnel est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et dans le cadre de cet entretien professionnel, vous avez aussi obligation d'informer sur le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle. Alors, le petit plus du conseil en évolution professionnelle, c'est que notre mission, c'est aussi de préparer les salariés aux entretiens professionnels, leur permettre de s'approprier ce temps particulier, de le préparer, d'être amené à présenter aussi ses motivations, ses demandes, ses projets, etc. Donc, en tant qu'entreprise, vous avez tout intérêt en fait à communiquer sur le CEP parce que ça vous permet aussi d'avoir des salariés qui ont anticipé, réfléchi sur le sujet en amont des entretiens pro et ça donne souvent des temps d'échange beaucoup plus constructifs. Alors, voilà pour cette première partie. Je ne sais pas si nous avons des questions, Cécile.
Alors, on a juste une question, savoir si le support de présentation sera transmis. Donc, effectivement, j'ai répondu qu'il sera disponible sur le site internet des Semaines de l'évolution professionnelle. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions et pas de chat, hein, juste pour reprécision pour ce qui est arrivé un petit peu après. Donc, on va vous présenter les différents dispositifs qui sont mobilisables. Donc, l'objectif, c'est de vous donner un premier niveau d'information sur tous ces dispositifs. Là, sur le webinaire qu'on anime aujourd'hui, on va pas avoir le temps de rentrer dans le détail de tous les dispositifs qui existent. C'est vraiment voilà, de vous donner un premier niveau d'information et puis on pourra vous réorienter vers les différents organismes qui peuvent répondre à vos questions par rapport à tout ça. Donc, à l'initiative de l'employeur, il y a 2 dispositifs, donc le plan de développement des compétences et puis la dotation volontaire. D'un commun accord, donc d'un commun accord avec le salarié et l'entreprise, il y a le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage, la PROA et la FEST, l'action de formation en situation de travail. Et puis, à l'initiative du salarié, il y a le compte personnel de formation, le projet de transition professionnelle, le bilan de compétences, la validation des acquis d'expérience et la certification CLEA. Donc, si on va un petit peu plus dans le détail, à l'initiative de l'employeur, donc il y a le plan de développement des compétences. Donc, c'est un dispositif en fait qui regroupe l'ensemble des actions qui sont mises en place par l'entreprise pour répondre aux besoins des compétences de leurs salariés. Donc, c'est dans le cadre du plan de développement des compétences. Voilà, merci Vanessa d'avoir changé la slide. Donc, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a les formations qui sont obligatoires pour les salariés. Ça peut être des habilitations, par exemple, l'habilitation électrique, les CACES, etc., qui sont des formations qui sont obligatoires pour que le salarié puisse exercer ses missions. Les formations qui sont non obligatoires, ça peut être aussi des bilans de compétences ou bilans professionnels, comment accompagner son salarié dans son évolution, la validation des acquis de l'expérience, la lutte contre l'illettrisme, CLEA, etc. Ça peut également être des formations, donc on l'évoquait tout à l'heure, en situation de travail, donc la FEST notamment. Ça peut être des formations qui sont faites en présentiel, voire en distanciel. Ça peut être fait au sein de l'entreprise ou à l'externe aussi dans un organisme de formation donc extérieur à l'entreprise, et des formations qui peuvent être faites sur temps de travail ou hors temps de travail. Pendant toute cette période-là, le collaborateur conserve bien évidemment son statut de salarié et continue d'être rémunéré par son entreprise. Et puis pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'OPCO peut venir aussi financer une partie du plan de développement des compétences. Alors, on a quelques petites questions. Alors, la première de Chloé, est-ce que notre employeur peut nous demander d'utiliser notre CPF? Ah, alors attendez, il y en a une autre qui est arrivée entre-temps, donc j'ai perdu la question. Hop, j'y reviens. Hop. Est-ce que notre employeur peut nous demander d'utiliser notre CPF pour le financement d'une formation? Ou sommes-nous les seuls décisionnaires concernant le CPF? Alors, on va y revenir tout à l'heure sur le CPF. On a une slide qui présente le dispositif. Mais effectivement, il y a 2 possibilités. Soit le salarié l'utilise pour un projet personnel, donc il va l'utiliser de manière autonome, donc pour une formation qui est faite hors temps de travail. Ou alors, il peut être mobilisé une action conjointe en fait avec l'entreprise. Et là, auquel cas, le salarié peut financer une partie avec son CPF et l'entreprise peut cofinancer la formation si le CPF n'est pas suffisant pour financer la formation, ou alors au lieu de cofinancer, ça peut être aussi l'entreprise qui dit c'est le salarié qui finance avec son CPF, mais par contre moi j'accepte que la formation soit faite en totalité ou en partie sur le temps de travail. C'est une manière de participer aussi au projet de formation du salarié. Ok, merci Cécile. Alors, on a une autre question. Avez-vous un pas à pas de ce qui peut être et doit être dit en entretien pro sur le CPF et le CEP? Alors, non, de mémoire, hein, Cécile, tu me confirmes, on n'a pas de pas à pas. Par contre, nous avons des supports de présentation du conseil en évolution professionnelle, des flyers notamment qui sont à destination des salariés,
que l'on transmet sur demande des entreprises gratuitement et qui peuvent être remis en fait par l'employeur aux salariés au moment du contrat au moment de l'entretien professionnel, pardon. Donc à ce moment-là, effectivement, vous pouvez solliciter le groupement qui représente le conseil en évolution professionnelle sur votre territoire pour demander ces supports. C'est tout à fait possible et ils vous seront transmis gratuitement. On a une autre question. Qu'est-ce qui désigne une formation obligatoire? Alors, ce qu'on entend par formation obligatoire, ce sont les habilitations, type habilitation électrique, les CACES, enfin voilà, des choses comme ça, en fait, des choses qui sont obligatoires pour exercer dans l'entreprise. Voilà. Voilà. CEP, quels organismes à disposition? Et ben ça, on va les présenter tout à l'heure à la fin on verra tout à l'heure. Ouais, à la fin du webinaire, on vous présentera plus en détail le conseil en évolution professionnelle et les différents opérateurs qui existent. Et il y a une autre question, mais peut-être que c'est aussi parce que je suis passée un petit peu vite sur la slide tout à l'heure, Cécile, ça concerne le plan de développement des compétences. Est-ce que dans ce cadre-là, les formations sont obligatoirement certifiantes? On peut peut-être revenir à la diapo, ce sera plus simple. Ouais. Hop. Non, pas forcément. En fait, c'est pas forcément certifiant. En fait, c'est en fonction du besoin du salarié et de l'entreprise, en fait. Donc, c'est même pas forcément enfin, ça peut être un bloc de compétences aussi. Enfin, voilà, c'est des choses c'est vraiment un projet qui est travaillé entre l'entreprise et le salarié. Et une fois qu'ils ont défini le besoin, c'est de mettre en place effectivement la formation nécessaire. Donc, ça peut être une formation dans sa globalité, ça peut être un bloc de compétences, et c'est pas forcément une formation certifiante. Voilà. Merci Cécile. Je pense qu'on peut passer à la suite. Il me semble qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, maintenant, nous allons voir les dispositifs qui peuvent être utilisés d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Donc, le premier, c'est le contrat de professionnalisation. Donc ça, c'est un dispositif qui permet de former un salarié dans le cadre d'un contrat de travail. Alors, contrat de travail qui peut soit être un CDI, soit un CDD de 6 à 12 mois. Il peut aussi être de 24 à 36 mois en fonction de la formation initiale, du statut, de la durée de formation envisagée, en fait. Donc, ça dépend aussi de la durée de l'action de formation. Donc là, par contre, ce sont des formations qui sont soit enregistrées au RNCP, soit reconnue convention collective nationale ou de branche, et qui ouvre droit à un CQP de branche ou interbranche. Donc là, la notion de formation certifiante, on en parlait tout à l'heure, ça s'applique. Le public visé, ça peut être des personnes de 16 à 25 ans révolues de formation initiale, de 16 à 30 ans pour les personnes qui ont une obligation en lien avec dans l'emploi des travailleurs handicapés. Les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, des bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH et des personnes ayant bénéficié aussi d'un contrat d'insertion. Donc, il y a effectivement différents publics qui sont éligibles à ces dispositifs-là. Si vous avez vraiment des questions, des interrogations un peu spécifiques par rapport à ça, vous pouvez vous renseigner soit auprès de votre OPCO, soit aussi auprès de Pôle emploi. C'est possible pour les demandeurs d'emploi auprès du service entreprise au 39 45. Donc, on le voit effectivement, il existe là encore des aides financières pour pouvoir financer ce dispositif-là. Donc, ils vont dépendre de l'âge de l'alternant et du niveau de certification visé. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là. Le conseiller en évolution professionnelle, lui, il peut aider le salarié, à choisir le moyen le plus adapté à son objectif. Il peut aussi l'informer sur son éligibilité au contrat de professionnalisation. C'est aussi son rôle. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter si vous avez une personne qui est dans ce cadre-là et voilà, qui pourrait, en tout cas, avec qui vous envisagez ce type d'action, à l'orienter vers le conseil en évolution professionnelle en parallèle de vos propres démarches auprès de l'OPCO ou de Pôle emploi. Le contrat d'apprentissage, donc là, c'est le même principe. Il s'agit de former un salarié dans le cadre d'un contrat de travail. Donc, celui-ci va concerner les jeunes de 16 à 29 ans. Et puis après, il y a des dérogations possibles après 29 ans pour les personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
pour des créateurs repreneurs d'entreprises dépendant de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre, et aussi pour les sportifs de haut niveau. Voilà. Donc là, il y a encore des petites spécificités. Donc là, le contrat d'apprentissage, c'est uniquement un CDD de 6 à 36 mois. Là, il n'y a pas de notion de CDI dans ce cadre-là. Les formations, ce sont des diplômes professionnels de l'enseignement secondaire, donc CAP, Bac Pro, brevet professionnel, etc. Mais aussi des diplômes de l'enseignement supérieur, BTS, DUT, licence pro, etc. Ou des titres qui vont être enregistrés au RNCP. Donc là encore, il existe des financements, des aides possibles qui vont dépendre de l'âge et du niveau de certification visé. Hein. C'est le même principe que pour le contrat pro. Donc si vous avez des questions vraiment spécifiques par rapport à ça, le mieux est de prendre contact là encore avec l'OPCO ou le service entreprise de Pôle emploi. Ça peut aussi être ça au 39 45. De la même manière, le conseiller en évolution professionnelle aide le salarié à choisir le moyen le plus adapté à son objectif, à son projet d'évolution professionnelle. Donc, il saura l'informer sur le dispositif, le contrat d'apprentissage et vérifier avec lui son éligibilité. Troisième dispositif, le Pro A. Alors là, le Pro A s'applique dans le cadre d'une évolution interne. C'est vrai que le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, ce sont des dispositifs qu'on va utiliser quand on recrute quelqu'un à l'externe. Pour le dispositif Pro A, le public visé, ce sont déjà des salariés qui sont en CDI dans l'entreprise, des salariés qui sont aussi en contrat unique d'insertion en CDI, sportifs et entraîneurs professionnels en CDD, et puis, voilà, les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau licence. Donc là, il y a aussi une question de niveau de certification. Donc, on peut l'utiliser pour des diplômes ou des titres professionnels enregistrés au RNCP, pour des certificats de qualification professionnelle, et donc pour une qualification qui est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale ou de branche. Donc là encore, il y a cette notion de certification. La durée du Pro A est de 6 à 12 mois et elle peut effectivement être étendue en fonction des différents publics. Là encore, pour le financement, c'est un petit peu particulier. Il vaut mieux prendre contact avec l'OPCO. Alors, cette fois, pas avec Pôle emploi, vraiment l'OPCO, pour savoir voilà, quelles sont les actions de formation qui sont financées dans votre branche professionnelle, parce que ça dépend aussi des branches pro. Donc, le conseiller en évolution professionnelle, il connaît aussi ce dispositif-là et il est capable d'informer un salarié sur ce dispositif en fonction de son projet d'évolution professionnelle. Et puis, dernier dispositif qu'on peut mettre en place d'un commun accord, c'est la FEST. La FEST, c'est une action de formation en situation de travail. C'est-à-dire que, en fait, le salarié est formé en étant mis en situation dans son entreprise et une situation qui est une situation réelle. Donc, il y a un formateur, interne ou externe, qui va accompagner le salarié et puis qui va voilà, lui permettre d'être formé. On est bien sur une action de formation, mais en situation de travail. Donc là encore, c'est un dispositif sur lequel le CEP peut informer les salariés et du coup voir si effectivement c'est quelque chose qui pourrait être pertinent pour son évolution professionnelle au sein de l'entreprise. Donc là encore, on parle bien d'évolution interne. Alors, on a quelques questions dans le chat, je me permets, Vanessa, oui, par rapport à ce qui a été présenté. Alors, déjà, il y a une petite remarque par rapport à l'entretien professionnel. Effectivement, sur notre diapo, c'est évoqué qu'il est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, ce qui a soulevé des interrogations. Donc, effectivement, moi, j'ai vérifié, c'est obligatoire pour toute entreprise, quelle que soit sa taille. Ah, d'accord, autant pour moi. Dans notre présentation. Donc, je confirme, c'est bien obligatoire pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille de celle-ci. Ensuite, on avait des questions. Donc, est-ce que l'aide forfaitaire peut se cumuler à l'aide exceptionnelle pour le contrat pro? Alors ça, je pense qu'il vaut mieux effectivement se renseigner soit auprès de Pôle emploi, soit auprès de votre OPCO. C'est plus eux qui auront la réponse à cette question-là.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? J'avais en tête que les formats de contrat en alternance apprentissage et professionnalisation devaient fusionner à terme. Qu'en est-il? Donc là, nous, on vous présente les dispositifs à aujourd'hui. Effectivement, en 2024, il risque d'y avoir des changements. Oui. Mais voilà, nous, on vous présente les informations telles qu'elles sont aujourd'hui. On n'a pas, nous, les informations sur ce qui se passera en 2024. On sait qu'il y aura des changements, mais sous quelle forme, on n'a pas encore les informations. Ensuite, j'ai une autre question. Pour l'âge du contrat pro, quelqu'un qui je pensais que c'était pour les salariés plus âgés. Alors, c'est ce qu'on Vanessa évoquait tout à l'heure, c'est plus pour des jeunes, mais ça peut être aussi pour des salariés plus âgés. Oui, le contrat pro, ça peut être aussi pour des personnes de plus de 26 ans qui sont inscrites à Pôle emploi. En fait, c'est la question du statut, en fait. Quand on a plus de 26 ans, il faut être inscrit à Pôle emploi pour pouvoir bénéficier du contrat de professionnalisation. Après, il peut y avoir quelques petites exceptions. Moi, j'ai eu le cas récemment d'une personne qui avait été licenciée économique et qui n'était pas inscrite à Pôle emploi et qui a pu en bénéficier. Donc voilà, il y a des cas particuliers, mais la règle générale, c'est celle-ci. Oui, tout à fait. Ensuite, j'ai une question aussi la période de professionnalisation ouverte à toutes les entreprises a été remplacée par la PROA. Or, des branches n'ont pas signé cet accord. Quel outil pour engager un salarié déjà en CDI, en formation longue, certifiante? Donc là, moi, je pense au projet de transition professionnelle porté par Transition Pro. On va en parler tout à l'heure sur les dispositifs qui sont justement à la main du salarié. Oui, je pense à la même chose que toi. Voilà. Et j'ai quelqu'un qui demande aussi, est-ce que la FEST, c'est la même chose que l'AFPR? L'action de formation préalable au recrutement de Pôle emploi. Alors, oui et non, parce que dans l'AFPR, il y a deux possibilités dans l'AFPR, c'est de former en interne ou en externe le demandeur d'emploi. Donc, il y a des choses qui sont similaires, puisqu'il y a un programme de formation, il y a l'idée d'un tuteur aussi dans l'entreprise. Donc, il y a des parallèles à faire. Par contre, on est sur des choses quand même un peu différentes parce que l'AFPR, donc c'est quelque chose qu'on met en place pour des demandeurs d'emploi qu'on recrute à l'externe. La FEST, on est plutôt sur un dispositif qu'on met en place en interne pour des salariés qui sont déjà en poste. Mais c'est vrai qu'il y a des parallèles à faire entre les deux dispositifs. Oui, on a bien dans les deux cette notion de formation en situation de travail quelque part. Oui, tout à fait. Alors ensuite, il y a d'autres dispositifs, donc qui sont plutôt à la main du salarié. Je veux bien que tu passes le slide. Ah pardon, oui c'est vrai, c'est moi qui ai la main. Je m'en occupe. Merci. Donc le compte personnel de formation, donc on l'a déjà évoqué tout à l'heure, donc qui permet donc aux salariés d'avoir une enveloppe pour pouvoir financer des formations. Donc pour rappel, un salarié qui travaille au moins à mi-temps cumule 500 € maximum par année travaillée dans la limite de 5 000 €. Et puis ça peut monter jusqu'à 800 € par an pour une personne qui a une reconnaissance travailleur handicapé, donc dans la limite de 8 000 €. Pour le CPF, donc comme on le disait tout à l'heure, le salarié peut le mobiliser soit de manière autonome pour un projet qu'il souhaite faire de son côté, il veut se former hors temps de travail sur je dis n'importe quoi en anglais, il veut faire une formation bureautique, il veut parce que par rapport à ses projets personnels, il a besoin de se former, il peut le faire sans en informer son entreprise. Et puis, il peut aussi être mobilisé en co-construction avec son entreprise, donc pour un projet commun. Et là, donc comme on disait tout à l'heure, l'entreprise peut abonder éventuellement le CPF ou en tout cas accepter que la formation soit faite en partie ou en totalité sur son temps de travail. Le conseil en évolution professionnelle permet justement d'accompagner le salarié pour l'aider à activer et à mobiliser son CPF et puis surtout à s'y retrouver aussi dans toutes les formations qui existent, parce que c'est vrai quand on va sur le site du CPF, ça peut être compliqué des fois de s'y retrouver dans quelle formation je choisis, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour moi. Donc le conseiller peut aider le salarié à s'y retrouver. Ensuite, on vous a mis les différentes actions qui sont éligibles au compte personnel de formation. Donc, bien évidemment, toutes les formations certifiantes
et qualifiante, mais également ils ont ouvert les champs des possibles. Aujourd'hui, avec le CPF, on peut également financer une validation de blocs de compétences, donc pas forcément une formation dans sa globalité, mais juste des blocs. C'est finançable aujourd'hui dans ce cadre-là. Les bilans de compétences peuvent être financés par le CPF. Les formations à la création d'entreprises, les formations liées à des missions de bénévolat aussi pour un salarié qui est bénévole dans une association et qui a besoin de se former pour monter en compétences peut aujourd'hui mobiliser son CPF pour se former dans ce cadre-là. Le permis B ou les permis poids lourds, la validation des acquis de l'expérience et le dispositif CLEA. On en parlera tout à l'heure un petit peu plus dans le détail. Donc le CPF peut être abondé, donc on l'évoquait tout à l'heure, donc ça peut être par l'employeur s'il y a un projet en commun, et puis ça peut être l'OPCO aussi. Alors par rapport aux différents accords de branche aussi qu'il y a, je sais que c'est pas le cas pour toutes les branches, mais il y a des accords avec certaines branches qui font que les OPCO peuvent venir cofinancer le CPF. Ça peut être dans le cadre du compte engagement citoyen. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, un salarié qui fait du bénévolat peut valoriser en fait toutes ses actions de bénévolat et ces actions-là peuvent faire qu'il a du CPF supplémentaire et cela peut s'ajouter au CPF qu'il a pour ses activités en tant que salarié. Ça peut être également dans le cadre d'accidents de travail ou de maladie professionnelle, il y a un abondement aussi qui peut être fait à ce niveau-là. Et puis dans le cadre du C2P, donc le compte professionnel de prévention. Donc là, c'est plus pour des personnes qui occupent des missions, des postes où il y a de la pénibilité et du coup, ça, c'est en fait valorisé et ça peut venir abonder le CPF. Donc pour le C2P, par exemple, c'est le conseiller en évolution professionnelle qui peut activer ce C2P-là. Ensuite, il y a un deuxième dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement. Donc là, c'est un dispositif qui est porté par Transition Pro. Donc anciennement le FONGECIF, peut-être que ça vous parle davantage. Donc, ils interviennent pour financer une formation. Donc ce dispositif, donc il faut avoir des conditions pour pouvoir en bénéficier. Donc il faut être salarié en CDI ou en CDD. Pour les CDI, il faut être justifié d'une ancienneté d'au moins 24 mois consécutifs ou non, dont 12 mois dans l'entreprise. Et puis pour les CDD, il faut justifier d'une ancienneté de 24 mois consécutifs ou non au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD. Donc tous ces éléments-là, vous pourrez les retrouver sur le site de Transition Pro de votre région. Vous allez avoir tous les critères d'éligibilité qui sont nommés. Ce dispositif-là permet donc de financer une formation à un salarié qui est en CDI. Donc Transition Pro va prendre en charge les coûts pédagogiques de la formation et va également prendre en charge la rémunération du salarié. Donc ce qui fait qu'un salarié en CDI peut suivre une formation tout en continuant de percevoir sa rémunération. Donc après, comme je disais, il y a des conditions d'éligibilité. La prise en charge aussi, c'est plafonné à 1200 heures de formation ou 1 an de formation. Et il faut aussi que le salarié demande une autorisation d'absence à son entreprise. Il doit le faire au minimum 4 mois avant le démarrage de la formation, parce qu'il faut aussi que l'entreprise trouve une solution pour remplacer son collaborateur le temps de la formation. Donc pour tous ces éléments-là, le conseiller en évolution professionnelle peut aider donc à construire le projet, bien évidemment, du salarié, mais aussi peut l'aider à identifier la bonne formation et à constituer le dossier de financement pour le projet Transition Pro. Voilà. Ensuite, il y a le bilan de compétences. On l'a évoqué aussi tout à l'heure dans le cadre des formations qui sont finançables par le CPF. Le bilan de compétences, c'est un dispositif qui permet de travailler un projet professionnel pour un salarié. Le bilan de compétences se déroule à peu près sur une vingtaine d'heures, qui se déroule entre 3 à 6 mois. C'est un dispositif qui peut se faire hors temps de travail ou sur temps de travail,
là, c'est en fonction du salarié et de l'entreprise. C'est un dispositif qui est finançable par le biais du CPF, on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, il y a 3 grandes phases. Il y a la phase préliminaire, donc plutôt travailler sur la connaissance de soi, qui je suis, comment je fonctionne et qu'est-ce que je sais faire. Et on va pouvoir s'appuyer de ces éléments-là pour travailler la phase suivante qui est la phase d'investigation. Une fois qu'on se connaît davantage, en tout cas on a posé les éléments, on va pouvoir travailler un nouveau projet professionnel, donc identifier par rapport à tout ça ce qui peut être mis en place dans le cadre d'un nouveau projet professionnel. Et ensuite, on va être sur la phase de conclusion, donc plutôt aller confronter ce ou ces projets qu'on a identifiés avec la faisabilité, c'est-à-dire par rapport au marché du travail, par rapport à est-ce que j'ai besoin de faire une formation, si oui, laquelle, quel financement je peux mettre en place, etc. Etc., pour faire en sorte que le projet soit réalisable et ce, assez rapidement. Donc, le conseil en évolution professionnelle peut être une première porte d'entrée, on va dire, pour travailler un projet professionnel. Mais si le conseiller, d'un commun accord avec le salarié, estime que le bilan de compétences est plus adapté, parce que sur un bilan, on va aller beaucoup plus loin que ce qui peut être fait dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, alors le salarié peut être orienté sur ce type de dispositif. Ensuite, par rapport au bilan de compétences, c'est ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, il est finançable par le biais du compte personnel de formation, donc le CPF. Il peut être réalisé sur le temps de travail ou hors temps de travail. Les deux sont possibles. S'il est fait sur le temps de travail, bien évidemment, l'employeur est informé de la démarche du bilan professionnel. Et il peut aussi rentrer dans le cadre du plan de développement des compétences si le salarié émet ce souhait de se former. Et ça peut être aussi pour accompagner une évolution interne. Une entreprise souhaite faire évoluer son salarié, mais a des doutes, entre guillemets, sur les possibilités d'évolution du salarié. Et ce travail de bilan de compétences peut faire que en tout cas identifier si le salarié a bien les bonnes compétences pour évoluer, ou auquel cas mettre en place la formation qui serait justifiable, enfin en tout cas qui correspondrait aux besoins et qui ferait que le salarié pourrait monter en compétences. Et puis, il peut aussi y avoir, dans le cadre des bilans de compétences, une petite spécificité, on va l'appeler plutôt bilan professionnel, mais des rendez-vous tripartites aussi qui peuvent être mis en place avec l'entreprise, le salarié et le consultant du cabinet de bilan de compétences pour faire des points justement sur le projet professionnel du salarié. Ensuite, on voulait vous parler de la validation des acquis de l'expérience. Donc, c'est un dispositif qui permet aujourd'hui de valider, en tout cas de faire reconnaître de l'expérience pour avoir le diplôme, la certification qui va en face, qui va avec. Donc aujourd'hui, il faut justifier d'1 an minimum, on va dire, d'expérience dans le domaine pour pouvoir faire valoir la certification ou la formation en lien avec le diplôme visé. Alors c'est pareil, la VAE, ça va changer en 2024. Là, on vous présente les éléments à aujourd'hui, mais avec France VAE, on sait que les choses vont évoluer sur l'année 2024. Je veux bien juste que tu passes la slide suivante, Vanessa, merci. Pour les 3 grandes étapes de la VAE. Donc la première étape, c'est d'identifier la bonne certification en lien avec son expérience professionnelle. C'est important de prendre ce temps-là, parce que plus on prendra le temps d'identifier la bonne certification et plus le collaborateur a la chance de valider aussi sa formation. Donc, dans ce cadre-là, le conseiller en évolution professionnelle peut accompagner le salarié pour identifier la bonne certification. Ensuite, une fois qu'on a identifié la certification qu'on souhaitait faire valider, il faut déposer ce qu'on appelle une demande de recevabilité. Donc, en fait, il faut expliquer dans un dossier à remplir, il faut expliquer, valoriser justement cette année d'expérience, toutes les compétences en lien avec le diplôme visé. En gros, il faut expliquer en quoi ma demande est légitime, en quoi aujourd'hui je peux faire cette demande et faire reconnaître mon expérience sur cette certification-là.
Et ensuite, une fois qu'on a cette demande de recevabilité, donc il y a le dossier, un VAE à remplir. Donc là, on rentre vraiment dans le détail, on explique vraiment à chaque fois, on développe en fait chaque compétence, chaque mission qu'on a pu faire en lien avec la certification visée. Et il faudra déposer donc tout ce dossier-là. Et il y a une présentation qui sera faite devant un jury qui va, donc il y a une présentation qui est faite, puis ensuite il y a des questions qui sont posées sur le dossier qui a été constitué et qui va valider en totalité ou partiellement la certification. Elle peut être aussi validée de manière partielle, ce qui peut faire que le salarié derrière devra passer des blocs de compétences complémentaires pour avoir la totalité de la certification. Et enfin, je voulais vous parler de Cléa également, qui est une certification qui permet à des salariés d'avoir des compétences socles. Donc ça peut être intéressant pour un salarié, par exemple, qui souhaite, je parle de Cléa socle, mais un salarié qui souhaite effectuer une formation qualifiante, mais qui a besoin de reposer les bases avant. Ça peut être reposer des bases en français, en maths, etc. Vraiment avoir des connaissances de base avant de pouvoir entrer sur une formation qualifiante. Ça peut être aussi Cléa numérique, un salarié qui est pas très à l'aise avec l'outil informatique parce que jusque-là, il n'en a pas forcément eu vraiment besoin. Et puis, son évolution interne fait qu'aujourd'hui, il va être amené à aller sur des missions, il y aura davantage besoin d'utiliser l'ordinateur. Et il peut passer cette certification Cléa numérique pour avoir des bases dans ce domaine-là. Et puis, il y a également Cléa Management, donc, qui est assez récent, qui permet, donc toujours dans le cadre d'évolution interne, qui peut permettre à un collaborateur qui va se retrouver à manager une équipe, d'acquérir des compétences en lien avec le management. Alors, ça, s'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de présenter. Alors, il y en a plein. Je vois le timing. Je ne suis pas certaine qu'on pourra répondre à toutes. Alors, je vais essayer de prendre les choses un peu dans l'ordre. On a une question sur la majoration du CPF avec une RQTH. Est-ce qu'elle se fait automatiquement ou est-ce qu'il y a une démarche à opérer? En fait, pour le salarié, en tant que salarié, la seule démarche à faire, c'est communiquer à l'employeur le justificatif de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et après, lui, il n'a aucune démarche à entreprendre. La Caisse des dépôts récupère l'information ensuite dans les déclarations sociales qui sont déposées par les employeurs et va inscrire automatiquement la majoration de 300 € sur le compte personnel de formation du salarié concerné. Donc, je ne sais pas si la démarche concernait le salarié ou l'employeur, mais je pense que ça répond globalement à la question. Ensuite, on a des questions sur le bilan de compétences. Le nombre d'heures minimum en face-à-face dans le cadre d'un bilan de compétences. Donc, je pense qu'on parle de nombre d'heures minimum obligatoire. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas, Cécile, s'il existe toujours un nombre d'heures minimum obligatoire. Je sais que c'est toujours le cas avec des financeurs comme la NFH, par exemple, mais dans le cadre du CPF. Non, il n'y a pas de minimum d'heures imposé. On est quand même en général sur 20 heures de face à face. Et puis après, des heures à côté de travail interséance, en fait, entre les rendez-vous. Le salarié peut être amené, bien évidemment, à effectuer des démarches personnelles. Mais on est en général à peu près à 20 heures de face à face avec le consultant. Autre question, est-ce qu'un PTP peut être rejeté par une entreprise, Cécile ? Alors, il peut pas être refusé par une entreprise, il peut être reporté, c'est-à-dire que l'entreprise peut dire au salarié, je ne refuse pas ton projet, mais par contre, j'ai besoin de le reporter, donc jusqu'à 9 mois, l'entreprise peut le reporter jusqu'à 9 mois, parce que l'activité fait que c'est compliqué aujourd'hui de voir son collaborateur s'absenter, et du coup, ça peut être une raison. Mais en tout cas, l'entreprise ne peut pas le refuser. Autre question, qu'en est-il du reste à charge de 30% sur le CPF? Je pense qu'on parle du reste à charge pour le salarié qui avait été évoqué à un moment. Oui. Alors pour le moment, il n'y a pas c'est pas mis en place, c'est en stand-by, on n'a pas plus d'informations par rapport à ça.
Actuellement, en tout cas, ça n'est pas applicable. Il n'y a pas de C'est reste à ça, charge. C'est bien ce qu'il faut avoir en exactement. tête. Alors, question plus technique, je suis pas sûre qu'on ait la réponse. L'abonnement accident du travail ou maladie pro, l'abondement, pardon, accident du travail ou maladie pro se fait-il automatiquement ou sur demande? Non, ça se fait pas automatiquement. Il faut faire une déclaration auprès de Mm. la CPAM. Mm. Voilà. Quelle démarche pour faire reconnaître une expérience bénévole et le valoriser dans le CPF? Alors là, il y a une démarche qui est d'abord à faire par l'association, en fait, dans laquelle vous êtes bénévole. Elle doit créer un compte association, elle doit faire une déclaration de son côté. Et en fait, ça va abonder du coup automatiquement votre compte d'engagement citoyen qui est sur votre portail Mon compte formation. Donc en fait, vous, en tant que bénévole, vous n'avez pas de démarche à faire, si ce n'est d'en échanger peut-être avec l'association où vous êtes bénévole, pour qu'elle puisse regarder de son côté déjà si elle a un compte association, si elle peut en créer un, et puis elle doit vérifier aussi de son côté que vous remplissez bien les critères, parce que pour bénéficier du compte d'engagement citoyen, il faut être engagé bénévolement un certain nombre d'heures par an déjà, et ensuite il faut aussi avoir des fonctions spécifiques dans l'association, souvent être membre du bureau ou avoir une notion de management d'autres bénévoles. Enfin voilà, en tout cas, il y a des critères à remplir. Mais la première démarche, c'est d'en échanger avec l'association où vous êtes bénévole. C'est vraiment la première porte d'entrée. Autre question, peut-on abonder le CPF en tant que demandeur d'emploi? Là, il faudrait voir avec Pôle emploi, effectivement, Ouais. parce que le Pôle emploi peut compléter le CPF par le biais de ce qu'ils appellent l'AIF, l'aide individuelle à la formation. Mais là, c'est à voir avec le Pôle emploi et c'est directement le demandeur d'emploi qui voit ça avec son conseiller. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par bloc de compétences? Alors, bloc de compétences, en fait, ça va être une partie de la formation. Quelqu'un qui veut faire une formation, la formation est découpée, on va dire, en plusieurs blocs, en plusieurs unités d'enseignement. Et en fait, un bloc de compétences, ça va être une unité d'enseignement. Ça veut dire que la personne n'a pas forcément besoin de faire la formation dans sa totalité, mais a besoin de faire une unité d'enseignement. Tout à fait. C'est plus clair en expliquant comme ça. Alors, on a une autre question, c'est que signifie RS? Je pense que c'est répertoire spécifique. C'est ça, ouais, c'est répertoire spécifique. Il y a d'autres questions qui viennent d'arriver. Je jette un œil, je remonte. Ah oui. Un employeur peut-il abonder le compte CPF d'un collaborateur et le faire dépasser de 5 000 euros, enfin dépasser finalement les 5 000 euros du plafond, par exemple dans le cadre d'une négociation de financement de formation suite à une rupture conventionnelle? C'est une bonne question. Ouais. Pour le coup, là, je vais botter en touche. Je n'ai pas la réponse, c'est très spécifique. Peut-être, je pense sur le site Mon compte formation, il doit y avoir des réponses dans la foire aux questions pour les employeurs. Peut-être regarder à cet endroit-là. Là, pour le coup, c'est un peu trop technique pour nous. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir répondre. Voilà. Et une dernière question, et puis après, je vois le timing, donc je pense qu'il va falloir qu'on passe à la suite. Qu'entendez-vous par prestation finançable dans le cadre du bilan de compétences? Par qui? Alors ça, c'est... Je ne comprends pas la question. Moi non plus. Des prestations finançables dans le cadre du bilan de compétences. Parce que le bilan de compétences en soi, c'est considéré comme une formation. Ah, sur notre slide, Cécile. Hop. Donc, je reviens à la slide sur le bilan de compétences. OK. Prestation finançable. Ça veut dire que c'est pas une prestation qui est gratuite en fait pour le salarié. C'est une prestation que le salarié doit financer avec son CPF, par exemple. Voilà. Bon, j'espère que ça répond à la question. Je vous propose de passer à la... Oui, ça répond à la question. Super. Je vous propose de passer à la slide, à la partie sur le conseil en évolution professionnelle.
Je vois qu'il nous reste 10 minutes, donc je vais essayer d'être efficace. Donc, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un service public gratuit, ça c'est important, confidentiel. Pour nous, en tout cas, qui s'adresse à tous les salariés du secteur privé et aux indépendants, qui permet de faire le point sur sa situation professionnelle, d'avoir des réponses à des questions, d'être informé, conseillé sur les différents dispositifs qu'on a vus d'ailleurs. Et puis, le cas échéant, si c'est le souhait du bénéficiaire, d'être accompagné dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie visant à l'évolution professionnelle. Donc voilà, c'est un service qui est neutre, qui est impartial et qui est accessible à tous. Alors, pour qui? Donc, pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, il y a différents groupements qui existent et en fonction de votre région, de là où vous vous situez, ça va être un groupement ou un autre. Pour les cadres, c'est l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans, ce sont les missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est Cap emploi. Donc, on voit que en fonction de son statut, on a un ou plusieurs parfois opérateurs du conseil en évolution professionnelle, parce que un cadre qui est salarié du secteur privé, par exemple, il a le choix entre le groupement pour les salariés du secteur privé ou l'APEC. Voilà. Donc, il y a la possibilité parfois de choisir un opérateur. L'objectif de ce service, c'est d'accompagner, comme on le disait tout à l'heure, dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet d'évolution professionnelle. Donc, on entend évolution professionnelle, quelque chose de très large. Souvent, on pense reconversion. C'est effectivement une part des accompagnements que nous avons aujourd'hui, mais ça peut être aussi une mobilité interne. Ça peut être aussi une mobilité externe. Donc, j'entends recherche d'emploi. Ça peut être la création ou la reprise d'une entreprise, d'une activité indépendante. Ça peut être le développement des compétences, on en a beaucoup parlé, c'est le sujet d'aujourd'hui, l'obtention d'une certification professionnelle. Donc, c'est vraiment très, très large. Ça, c'est important. Comment on accompagne? Aujourd'hui, en proposant un conseil individualisé et adapté qui permet déjà aux salariés d'exprimer sa demande et son besoin. C'est vraiment le point de départ du conseil en évolution professionnelle. C'est ce qu'on appelle un état des lieux partagé. C'est de permettre aux bénéficiaires d'exprimer finalement les raisons qui l'amènent à solliciter ce service et puis d'identifier avec lui quel est son besoin réel. C'est aussi donner un premier niveau d'information sur la formation, les métiers, les dispositifs de financement. Et puis d'identifier après avec la personne les démarches possibles et la suite à donner ou pas d'ailleurs, parce que parfois les gens nous sollicitent juste pour des informations et des conseils et d'autres demandent à être accompagnés. Pour ceux qui souhaitent être accompagnés, donc c'est un accompagnement personnalisé qui permet d'accéder donc à toutes les informations qui vont lui permettre d'élaborer son projet et d'en analyser la faisabilité, ça aussi c'est important, et aussi de construire un plan d'action pour être accompagné dans sa mise en œuvre. Petite précision, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, il est possible de faire des stages d'immersion en entreprise. Les groupements conventionnent. Et puis, dernière chose, pour solliciter le conseil en évolution professionnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller directement sur moncep.org. Vous avez une rubrique « Je trouve mon conseiller ». Vous allez indiquer quelle est votre situation professionnelle et quelle est votre localisation. Et en fonction de ça, vous serez orienté vers l'opérateur du CEP qui correspond. Finalement, j'ai été plus rapide que prévu. Je suis contente, on tient bien le timing. Je vois qu'il y a une question pour les personnes de la fonction publique. Effectivement, on n'en parle pas ici. Alors, tout dépend de quelle fonction publique, quelle fonction publique la personne est rattachée. Dans le cadre de la fonction publique territoriale, aujourd'hui, ce sont les centres de gestion qui font office de conseil en évolution professionnelle. Mais voilà, c'est pas le cas de toutes les fonctions publiques. Après, pour la fonction publique hospitalière, vous avez toujours la possibilité de vous orienter vers l'ANFH pour avoir un premier niveau d'information, notamment sur les dispositifs tels que le bilan de compétences ou les dispositifs de financement aussi de formation. Parfois, dans certaines structures hospitalières, grosses structures hospitalières ou dans certaines grosses structures de la fonction publique d'État, il y a des personnes en interne, notamment dans les services RH, qui font office aussi de conseillers en évolution professionnelle.
Mais il est vrai que contrairement aux autres publics, il n'y a pas un grand opérateur de la fonction publique aujourd'hui. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le CEP. Va-t-on finir en avance? Ouais. Je regarde en même temps dans le chat. Ah, il y avait une question sur Cléa, financement, coût. Je n'avais pas vu qu'il y avait des questions sur Cléa. Je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus, Cécile. Sur Cléa, les financements, ça va être le CPF, ça peut être dans le cadre du plan de développement des compétences. En fait, il y a plusieurs financements qui sont possibles. Après, voilà, ça a étudié avec le collaborateur qui souhaite mettre en place aussi ce dispositif-là. Pour le dispositif Cléa, vous pouvez aussi vous renseigner auprès de Transition Pro. Oui, il y a une structure par région. Ils sont porteurs aujourd'hui de ce dispositif. Ils peuvent informer les salariés, mais ils peuvent aussi informer les entreprises, les services RH directement. Voilà, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et alors, il y a une dernière question sur le contrat pro expérimental. Bon, c'est vrai que c'est assez particulier. On n'en a pas parlé. Ça faisait pas l'objet de ce webinaire. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu connais, Cécile. Non, du tout. Je pense que sur le contrat pro expérimental, le mieux est de contacter l'OPCO. Je pense que c'est lui l'interlocuteur qui va le plus facilement vous informer sur ce dispositif-là. Je crois qu'il y avait une autre question, je me l'étais notée, j'ai pas répondu aussi sur l'AFEST. Il n'y a pas de webinaire spécifique sur l'AFEST, je pense pas, Cécile. Non, de mémoire, il n'y en a pas dans le cadre, en tout cas, des semaines de l'évolution professionnelle. Il n'y a pas. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions sur le conseil en évolution professionnelle, ce que je te propose, Cécile, c'est qu'on puisse conclure. Tout à fait. Voilà. Donc, déjà, tout d'abord, merci pour votre participation. Vous étiez, je vois, 149 participants. Donc, vous étiez nombreux à nous écouter ce matin. Merci aussi pour vos questions. Effectivement, on n'a pas forcément toujours réponse à tout, mais voilà, n'hésitez pas à solliciter les différents interlocuteurs qu'on a pu vous conseiller aussi tout au long de ce webinaire. Ils ont une certaine technicité, et notamment les conseillers en évolution professionnelle qui eux ont aussi cette technicité, on ne l'a pas dit, mais le CEP n'est pas un expert d'un secteur d'activité ou un expert d'un dispositif d'accompagnement spécifique comme la CREA ou la VAE ou le bilan de compétences, c'est pas son rôle. En revanche, il a une très bonne connaissance des dispositifs dans leur globalité et c'est un expert de l'ingénierie de financement de formation. Donc souvent, ils ont les réponses aux questions très techniques des salariés et puis ils sont en lien aussi avec différents acteurs qui leur permettent d'avoir aussi les réponses à toutes ces questions-là. Je pense notamment les OPCO. Donc il ne faut pas hésiter non plus en tant que salarié à s'orienter vers le CEP ou en tant qu'entreprise en tout cas à conseiller aux salariés de s'orienter vers le CEP. Le salarié saura aussi apporter certaines informations qui vous permettront de co-construire avec lui son parcours d'évolution en interne et de développement des compétences. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller sur le site de la semaine de l'évolution professionnelle qui est indiqué sur cette dernière slide. Il y a d'autres webinaires avec d'autres sujets qui peuvent peut-être vous intéresser et qui sont complémentaires à celui-ci. Tout à fait. Et puis, pour rappel, le support sera mis à disposition sur le site et également le replay du webinaire. Je vois qu'il y a une question de dernière minute. Allez, il nous reste une minute, je prends. Finalement, pour les supports de présentation d'entretien pro à destination des salariés, nous pouvons demander à tous les organismes mentionnés sur la diapo pour qui du CEP ? Point d'interrogation. Oui, potentiellement oui. Alors, je vais pas m'engager pour tous les opérateurs quand même. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les groupements qui sont présentés ici et qui interviennent auprès des salariés du secteur privé, des indépendants, ont des supports, des flyers d'information à destination des entreprises, à destination des salariés, et qui peuvent être fournis directement sur demande aux entreprises et gratuitement. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Pour l'APEC, Cap Emploi, Pôle Emploi, je m'engagerai moins parce que du coup, je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent, mais pour les autres, oui. Et puis, sachez aussi
que, donc on l'a dit au début, hein, Cécile et moi, on est référents de promotion et partenariat du CEP. On a pour mission, et donc nous, on travaille pour le groupement Évolution, mais voilà, c'est le cas pour tous les opérateurs. On a une mission d'information auprès des entreprises, auprès des salariés, des services RH, des CSE, etc. Cette mission, elle aussi, est gratuite, donc n'hésitez pas à solliciter directement les groupements si vous souhaitez des informations plus précises ou si vous souhaitez aussi peut-être une intervention directement auprès de vos salariés en entreprise. Ça se fait. Voilà. Donc ça, c'est à voir avec chaque groupement. Mais voilà, vous pouvez aussi trouver ces informations-là sur moncep.org. Voilà. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Bonne journée à vous et merci pour votre participation. Merci. Au revoir.